une intervention. Tu peux plus continuer à mentir comme ça. Laisse-nous t'aider à arrêter de mentir, Simon. C'est pour ton bien. Je ne mens pas. Mais oui, tu mens! Faut que ça arrête! Tu me dis que t'avais sauvé des vies en Afghanistan. Simon, t'étais cantinier. À Valcartier. Au village Vacances, Valcartier. Il y a des cas qu'on le voit dans les 5 premières minutes, OK? Mais il y a d'autres cas que c'est trompeur. Parce qu'on sous-estime l'habilité des gens de mentir. Bonjour mes amis, on va voir aujourd'hui comment faire pour repérer un menteur ou une menteuse. C'est plus difficile de mentir que de dire la vérité. Autrement dit, l'hamster court plus vite dans la roulette quand tu mens que quand tu dis la vérité. Pour vous convaincre, certains invités au détecteur de mensonges font des pieds et des mains. Jamais compté de mentir de ma vie! Toutes les stratégies sont efficaces. Et si vous regardez les détecteurs de mensonges du lundi au vendredi 17h, Vous avez droit à un proverbe. On est tous fascinés par le mensonge. Je suis la première. Je veux dire, j'en ai fait ma carrière, vérificatrice des faits. Je m'appelle Camille Lopez. Je suis journaliste depuis 2016 et j'ai passé la majorité de mes journées à démentir des fausses nouvelles et à analyser les tendances en désinformation. C'est ma job, mais c'est aussi un sujet qui me trotte tout le temps dans la tête. Parce que je peux vérifier des faits prouvés ou non scientifiquement. Je peux écouter des discours pour voir si des paroles qu'on attribue à quelqu'un ont réellement été dites. Je peux fouiller dans l'historique d'un site Internet pour voir si on y a vraiment vendu des substances illégales. Mais quand quelqu'un me ment en plein visage, c'est plus difficile de le prouver. L'Internet me dit qu'il existe plusieurs méthodes pour détecter les mensonges ou faire dire la vérité à quelqu'un. J'en ai identifié 6 que je trouve particulièrement intéressantes. Le polygraphe, la communication non verbale, le sérum de vérité, la torture, la preuve et la confession. Tout un arsenal d'outils techniques que je veux explorer avec vous et confronter à la réalité d'aujourd'hui. Au fil de mes recherches, j'ai beaucoup parlé avec Vincent Deneau. Il est chercheur postdoctorant au département de psychopédagogie et psychologie du counseling à l'Université McGill et il s'intéresse aux enjeux liés à la détection du mensonge. Et il m'a appris qu'on essaie de détecter les mensonges depuis vraiment longtemps. Il y a une historique de la détection du mensonge. Ça commence bien avant les tests polygraphiques. Dans l'histoire, il y avait différentes techniques, épreuves qui apparemment permettaient de savoir si une personne avait commis un crime ou pas. On appelait ça, notamment au Moyen-Âge, les jugements de Dieu. On pouvait, par exemple, demander à une personne qu'on accusait d'avoir commis un crime de mettre un morceau de fer rouge dans sa main, donc un morceau de fer brûlant. Mais c'était une cérémonie un peu spirituelle. En fait, il y avait la croyance à l'époque qu'un être suprême, appelons-le Dieu pour les fins de la discussion, Dieu allait faire en sorte que les personnes innocentes n'allaient pas souffrir comme les personnes coupables. Donc, évidemment, si on met un morceau de fer brûlant dans votre main et que vous êtes innocent, le fer ne va pas faire le même dommage à votre main. Bref, je reviens en arrière. La personne a un morceau de fer rouge dans sa main, il y a des procédures qui sont faites, des incantations et tout ça. Par la suite, on enlève le morceau de fer, on bande la main. Quelques jours plus tard, on regarde, puis dépendamment des cicatrices, on déterminait si la personne avait commis ou non le crime. Ce genre de test-là, on parle du Moyen-Âge, mais on a des exemples qui vont de 1000 ans avant Jésus-Christ. Vous aviez des indications non verbales qui apparemment permettaient de savoir si une personne allait vous empoisonner. Il y a des papyrus qui donnent des instructions. Donc, cette idée-là de trouver un signe qui permettrait à tout coup de savoir si une personne ment ou dit la vérité, si elle a commis un crime ou non, ça date vraiment pas d'hier. C'est la raison pour laquelle je disais que la détection du mensonge par l'observation, c'est non seulement une fantaisie des temps modernes, mais c'est aussi quelque chose qui historiquement est très présent. On cherche donc à détecter le mensonge depuis des milliers d'années. Mais moi, ma démarche, elle a commencé en 2022, quand je suis tombée sur un article de La Voix de l'Est intitulé « Le détecteur de mensonges s'amène au poste de police ». Dans l'article, on révèle que les policiers de Granby sont embauchés à la suite de nombreuses entrevues, dont une réalisée à l'aide d'un polygraphe. Il y a une citation en particulier qui m'a stoppé net dans ma lecture. On vérifie les antécédents des activités de drogue, d'alcool, de jeu, de vol et de sexualité déviante, explique le polygraphiste de 57 ans. L'avantage pour un corps de police, c'est que ça apporte des gens qui ont une intégrité et une honnêteté au-dessus de la moyenne. Une intégrité et une honnêteté au-dessus de la moyenne. Je
Je vous explique pourquoi ça m'a interpellée. C'est qu'à ma connaissance, le polygraphe, c'est pas une science exacte. Puis là, on apprend que ça joue un rôle important dans l'embauche ou non d'un policier. Et je me suis dit, est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il y a une facette de cette machine-là que je connais pas? S'en est suivi une grosse réflexion sur tous ces outils qu'on utilise pour détecter le mensonge. Et la question qui englobe tout ça, elle est bien simple. Si quelqu'un ment, y a-t-il un moyen de le détecter hors de tout doute? Je m'appelle Camille Lopez et je vous invite à découvrir avec moi jusqu'où on est prêt à aller pour connaître la vérité. L'art de mentir et de s'en sortir ou pas. Épisode 1, le polygraphe. Bon, aujourd'hui on va tous passer un par un au détecteur de mensonges. Vous avez tous forcément déjà vu une vidéo avec cet engin, mais je vais quand même vous rappeler comment ça fonctionne. C'est une machine qui arrive à savoir à peu près si tu dis la vérité en se basant sur ta respiration. Je stresse de fou. Ton rythme cardiaque. Ton cœur, il bat, hein? Et même ta sudation. Parce que oui, quand tu mens, tu sues. Vous avez des choses à cacher qui vous stressent, oui ou non? Moi, en fait, je stresse de la machine parce que je sais, quand on prend ton pouls, moi, quand on me le prend, il part de fou parce que je suis stressé d'avoir le résultat. Je pense qu'il y a personne qui est passé au détecteur de mensonges, de l'histoire du détecteur de mensonges, et qui n'était pas stressé. Le polygraphe, aussi appelé détecteur de mensonges, a été créé en 1921 en Californie. Plusieurs personnes partagent le crédit, dont le créateur de Wonder Woman, en passant. À l'époque, la machine mesurait la pression sanguine, le rythme cardiaque et la respiration. Et 2 ans plus tard, un de ses créateurs, qui est le père de l'héroïne de DC, William M. Marston, a essayé de faire admettre au tribunal un résultat de polygraphe comme preuve. Verdict, on lui a dit que les résultats d'examen polygraphique ne seraient acceptés qu'une fois que ça aura fait ses preuves scientifiquement. 100 ans plus tard, même si la machine a évolué et que le polygraphe est utilisé par presque tous les corps policiers de la planète, il est toujours très rare que ce genre de preuve soit admis en cours. La raison principale, c'est que la seule personne qui peut évaluer la crédibilité d'un témoin, c'est le juge. Par contre, les aveux faits pendant une séance de polygraphe peuvent être utilisés en cours. J'ai voulu savoir ce que ça mesurait réellement, un détecteur de mensonges. Alors, j'ai posé la question à Nadine Deslauriers-Varin, qui est professeure à l'Université Laval en criminologie et directrice adjointe du Centre international de criminologie comparée à l'Université Laval. On va surtout mesurer le changement par rapport, souvent ce qu'on va dire le stress. On va mesurer la sudation, on va mesurer le rythme cardiaque. Donc, toutes les fluctuations au niveau de ces changements-là, c'est un peu ça que le polygraphe va mesurer. Donc, non, on ne mesure pas le mensonge, mais ce qui est latent ou ce qui est sous-entendu en dessous de ça, c'est que quelqu'un qui est dans une situation où il est en train de mentir va clairement avoir une augmentation de son rythme cardiaque. La sudation va augmenter aussi. Donc, c'est basé sur des éléments qui sont véritables et véridiques, mais à la base, c'est pas une machine qui détecte le mensonge. Quelqu'un pourrait être dans une situation où il est rencontré par un policier, être très nerveux pour des raisons bien évidentes et avoir beaucoup de difficultés à gérer justement toutes ces réactions-là. Et ça serait pas pour autant parce qu'il est menteur ou qu'il est en train de dire quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, généralement, on va plus mesurer les modifications du corps sur ces aspects-là et non pas tant le mensonge en tant que tel, même si on l'appelle le détecteur de mensonges, là, à tort. C'est un peu pour ça que ça m'a surpris de voir que la police de Granby l'utilise pour évaluer la crédibilité de ses policiers. Mais j'ai voulu connaître leurs raisons à eux. Et mon premier réflexe de journaliste, c'est d'aller à la source. Alors, j'ai appelé le responsable des embauches à la police de Granby, le capitaine Frédéric Lapalme. Donc là, nous, ça nous amène à savoir la personne en avant de nous qu'on a, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie au niveau criminel. Si elle a des actes criminels qu'elle a fait. Si elle n'en a pas, tant mieux. Mais si elle en a, nous, ça nous permet de dire, bon, on est-tu prêt à aller de l'avant avec ce candidat-là? C'est un peu ça l'outil que ça nous donne. Ce que je réalise en l'écoutant, c'est que c'est une pratique commune. Par exemple, en 2021, la ville de Gatineau a publié un appel d'offres pour obtenir les services d'une firme spécialisée en examen polygraphique. On dit qu'ils seront entre autres utilisés dans le processus de pré-embauche de policiers gatinois. Le contrat a été alloué pour 75 800 $. Mais alors, qui sont ces gens qui font passer des tests polygraphiques?
Laissez-moi vous présenter John Gallianos, qui a commencé notre entrevue en me faisant visiter son impressionnant bureau. Juste avec la patte. Ma première photo avec le polygraphe en 1976. Céline Dion? Oui, Céline, oui, parce que j'ai fait du travail pour eux autres, parce qu'il y a déjà eu des menaces dans le passé. Mais Caroline Gilles m'avait demandé de régler ça. Vous êtes une superstar du polygraphe. John Gallianos, c'est l'un des polygraphistes les plus réputés dans le monde. Il a plus de 40 ans d'expérience, il a travaillé pendant plusieurs années pour la SQ. Aujourd'hui, il a sa pratique privée, il continue à aider dans certaines enquêtes et il donne la formation dans les écoles de polygraphie au Québec et à l'international. Donc ça, c'est la machine? Ah, c'est la chaise. C'est la chaise. Le test polygraphique peut se faire sur différentes chaises, mais c'est mieux dans un bureau avec une chaise appropriée. Comme vous voyez, le bras gauche est plus haut que le bras droit. Et la raison, c'est que lorsqu'on place le brassard sanguin à la partie supérieure du bras gauche, on s'assure que le bras est éloigné du thorax. Centré sur l'artère brachiale qui prend le pouls, le flux, le reflux sanguin. 2 petites cuillères qu'on appelle des galvanomètres pour enregistrer les glandes sudoripare. Ça, c'est au niveau des doigts. C'est ça, au niveau des doigts. Et également un oxymètre de pouls, comme vous avez dans les hôpitaux. L'oxymètre de pouls, eux, c'est pour l'oxygène dans le corps. Nous, c'est un backup du brassard sanguin. On appelle ça un platysmographe, qui est sur la pression sanguine. Et là, vous êtes assis sur quelque chose? Oui, on est assis, effectivement. Bonne question. On est assis sur un pad de contre-mesure. Parce que sur Internet, on montre aux gens comment réagir, comment fausser le test en bougeant les fesses d'un bord ou de l'autre, dépendamment des questions qui sont posées. OK. Donc, le manufacturier s'est ajusté à ça. On appelle ça des contre-mesures. Et là, je vois que c'est connecté à une petite machine qui est connectée à votre ordinateur. C'est ça, qui est connecté à l'ordinateur, puis qui enregistre également les réactions psychophysiologiques d'une personne suite à la formulation des questions. Parce que le test polygraphique comprend 3 phases. Comprend l'entrevue pré-épreuve, qui dure. Qui dure, ça peut durer 30 minutes, ça peut durer 1 heure. Ça dépend de quel genre de dossier. Il faut ramener la personne la plus à l'aise possible pour faire le test. Sinon, le test n'a aucune valeur. Donc, il faut absolument que la personne soit à l'aise. Mais ils sont tous nerveux au test. 100% des gens qui se présentent au test sont nerveux. D'un coup, que ça dit que c'est moi quand c'est pas moi, fait que ça, c'est normal. Ça. Donc, l'entrevue pré-épreuve, le but de ça, évidemment, c'est de relaxer la personne. Moi, en tout cas, dans mon cas, j'informe la personne que je ne demanderai pas si elle dit la vérité à son avocat. Je ne demanderai pas si elle dit la vérité à sa femme ou à la police. Je vais demander si elle dit la vérité à moi. C'est entre vous deux seulement, là. Ouais. Puis, mais c'est filmé, hein. C'est tout filmé. Puis, il sait ça, que tout ce qu'il dit peut servir de preuve à la cour. Quand il est avisé d'avance. Donc, à ce moment-là, on l'informe que je veux qu'il s'imagine que 152 dominos alentour de la table, s'il frappe le premier, qu'est-ce qui arrive? Ben, ils vont tous tomber. Ben, exactement. C'est pour ça que c'est important que tu me dises toute la vérité. Sinon, tu ne réussiras pas le test. Ah bon? Ben, à mon avocat, j'ai dit ci, j'ai dit ça, mais présentement, je vais vous dire la vérité. C'est ça, mais j'ai jamais, ce qu'elle dit, c'est des mensonges. J'ai jamais frappé ce fille-là. Ou j'ai jamais fait ci, dépendamment de l'événement. Donc, 30 minutes, 1 heure, pré-test. Ensuite, on passe à la machine? Oui, ça peut durer peut-être 20-25 minutes. Normalement, c'est 3 tests de 4 minutes, qui comprennent une douzaine de questions. Des questions où est-ce que on le sait que la personne dit la vérité. On appelle ça des questions non pertinentes, mais c'est des questions diagnostiques quand même. Il va y avoir des questions où est-ce qu'on le sait que la personne ment, des questions diagnostiques de mensonges, et également les questions pertinentes, 3 ou 4 questions pertinentes concernant le vol, concernant l'objet de l'enquête. Faut que ce soit les questions les plus directes, les plus courtes possibles, et non pas des questions longues. Il faut que ce soit des questions courtes. Je vais vous donner un exemple de question, mettons, pour un vol de voiture, mettons. Oui. Concernant le vol de votre Jeep Cherokee 2008, avez-vous l'intention de dire la vérité? Oui. Bon, ça, c'est une question d'orientation. Après ça, concernant le vol de votre Jeep, avez-vous conspiré avec quiconque pour faire voler votre Jeep? En juillet 2023, avez-vous planifié avec quiconque le vol de votre Jeep? D'accord. En juillet 2023, avez-vous volontairement participé au vol de votre Jeep? Okay. En juillet 2023, êtes-vous la personne qui a organisé le vol de votre Jeep? Il faut que ce soit court. Il ne faut pas qu'il y ait de zone grise. Est-ce que vous avez peur de vous tromper?
Mais j'ai pas eu de cas où est-ce que l'enquête a démontré que j'étais en erreur. Je n'ai pas, mais je sais que, comme être humain, c'est sûr, ça. Mais est-ce que j'ai peur de me tromper? C'est pour ça qu'on a la marge de non-concluant. Si, dans ma conscience à moi, là, malgré qu'il y a des réactions, ça ne matche pas avec ce qu'il m'a dit dans la pré-test, là. Moi, personnellement, là, John Galliano, il va dire non, je vais monter à leur tester un autre tantôt. Donc, c'est non concluant. C'est quoi les qualités d'un bon polygraphiste? Ça prend une personne neutre. Ça prend une personne qui est capable d'aller contre la vague, d'aller contre l'opinion populaire. Un bon polygraphiste, il est capable, avec ses connaissances, d'éliminer des gens. Il dit non, c'est pas lui, là, vous vous trompez, là, c'est pas lui. Est-ce qu'il faudrait ça prend quelqu'un qui est comme un bon intervieweur ou interrogateur, qui ont déjà témoigné à la cour, qui sont à l'aise de faire ça, alors qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise de faire ça. Il y a des gens, oh non, vas-y, toi. Moi, je suis bon pour fouiller, là, pour trouver l'aiguille, là, je vais trouver l'aiguille dans le botte de foin. Mais interroger quelqu'un, il n'aime pas ça. Donc, c'est pas tout le monde. Les services de police sont transparents quant à l'utilisation du polygraphe dans le processus de préemploi. La GRC m'a d'ailleurs confirmé que ça se faisait aussi chez eux, parfois, lors de l'embauche d'agents dans des postes spécialisés. À la SQ, par contre, on l'utilise plus dans ce contexte depuis 2019. Pour continuer mon exploration du métier de polygraphiste et pour mieux comprendre le processus, je voulais parler à la personne qui est en charge en ce moment des tests polygraphiques d'embauche à Granby, Norman Kelly. C'est un ancien sergent de la SQ aux enquêtes crimes majeurs et homicides et il a maintenant son agence privée depuis plusieurs années. La première chose que j'ai remarqué sur votre site Internet, c'était le bouton rouge « Test d'infidélité ». Est-ce que je peux savoir pourquoi vous le mettez en valeur? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent ce service-là pour tester la fidélité de leur partenaire, etc.? Votre réflexe est le bon, effectivement. Il a été mis en surbrillance sur mon site parce qu'il y a beaucoup de demandes. Je ne croyais pas ça quand j'étais au niveau des services de police à travailler crimes majeurs et les homicides. La polygraphie, maintenant, ça fait 19 ans que j'en fais sans arrêt. À partir du moment que j'ai intégré le privé, il y a différentes demandes qui nous sont formulées, autant criminelles que civiles. En matière civile, presque à tous les jours, à plusieurs reprises là, par jour, je vais avoir des demandes ou des demandes surtout d'informations. Certains vont aller de l'avant avec un test polygraphique. La plupart des gens qui viennent, 70% des hommes en matière de fidélité vont échouer le test pour différentes raisons d'infidélité, puis environ 30 à 40% des femmes. C'est qui vos clients au civil? Au civil, il va y avoir donc ce genre de test-là en matière de fidélité. Ça peut être aussi, par exemple, aussi simple que, mon père m'avait dit qu'il me laissait sa voiture à sa mort. Ma sœur le sait, mais là, elle nie qu'elle a déjà entendu ça. Je veux démontrer parce que je vais au civil. Moi, je veux récupérer. Ça peut être ça. Ça peut être une personne qui, dans les cas d'allégation à caractère sexuel, les gens vont dire, moi, je dis la vérité. Je veux pas aller à la police, mais mon père, à une certaine époque, m'a fait ceci ou cela, puis je voudrais démontrer que je dis la vérité, parce que normalement, on teste pas les victimes, on teste les suspects qui ont, par exemple, qui ont des allégations à caractère criminel. Mais si une personne dit, moi, je veux pas aller à la police, mais je veux démontrer à les gens de ma famille que j'ai bel et bien été abusé, à ce moment-là, on va acquiescer cette demande-là puis faire un test pour démontrer qu'elle est sincère sur les gestes qu'elle prétend avoir été victime. Ça peut être aussi, par exemple, il manque de l'argent dans une entreprise, si du privé, du civil, parce que souvent la question d'intégrité au niveau des entreprises, ça commence à être aussi un poison entre les employés quand on soupçonne qui c'est qui a pris l'argent dans la petite caisse. Et à ce moment-là, on va avoir des entreprises privées qui vont nous demander de faire un test polygraphique sur les employés qui sont soupçonnés pour éclaircir ça. Mais il y a une multitude de raisons pour lesquelles, au privé, les gens vont demander, par exemple, des tests civils ou des entreprises. Et les aveux qu'on vous fait à vous, comment est-ce qu'ils peuvent être utilisés? En matière criminelle, sont admissibles parce que tout ce qui est dit dans un test polygraphique au criminel fait partie d'un voir-dire. Ça veut dire que la personne est rencontrée par un policier qui est polygraphiste. Donc, à l'époque, quand moi j'étais au sein de la Sûreté du Québec, j'administrais des tests polygraphiques, bien entendu. Pendant l'entrevue,
La personne a ses droits. Elle n'est pas obligée de répondre à mes questions. Et elle peut appeler l'avocat de son choix, 800-842-2213, le service de garde de l'aide juridique ou 1-866-666-0011. Ils se les font dire tous ces numéros-là, toutes ces possibilités-là qui sont, selon la Charte canadienne des droits et libertés, qui leur permettent à ce moment-là de prendre la décision ou non de continuer. Moi, je ne pourrais pas témoigner en matière criminelle sur mon opinion basée sur le résultat du test, mais tout le reste va l'être. Puis au criminel, tout ce qui va être dit par le suspect va être admissible. Et c'est vous maintenant qui vous en occupez des tests de pré-emploi à la police de Granby. Il y en a d'autres un peu partout au Canada, des tests de pré-emploi pour des services de force de l'ordre, etc. Premièrement, qu'est-ce qu'on recherche quand on passe ce test-là avec des potentiels policiers? Il faut comprendre que pour chacun des services de police au Canada, qu'il y ait le test polygraphique ou non, ils ont différentes étapes à l'intérieur d'un processus de sélection. Et il y en a qui ont plus d'étapes que d'autres, dépendamment de leurs moyens et de leurs ressources. Et une des étapes importantes dans le cadre, par exemple, du choix qu'ils doivent faire sur les candidats qu'ils vont retenir pour leur service de police, et là, on parle d'un employé qu'on va peut-être avoir 25, 30, 35 ans au service, ben, c'est de discriminer entre les bons candidats qui ont les valeurs que le service de police recherche et ceux qui sont problématiques et, si vous me permettez l'expression, qui traînent des casseroles, ceux qu'on ne voudrait pas avoir parce qu'ils vont être un problème pendant 35 ans, puis ils vont être syndiqués, ils vont être protégés, ils vont nous coûter très cher tout au long de leur parcours. Donc, quand on vous engage puis qu'on dit évaluer nos potentiels policiers, qu'est-ce que vous demande de chercher? Est-ce que ça dépend? Est-ce que ça varie? Est-ce que c'est un test qui est quand même standardisé partout? Chacun des services de police, règle générale, là, à ma connaissance, ont tous un questionnaire d'intégrité, de sécurité qu'on appelle. Et dans ça, il va y avoir une multitude de questions. Donc, on peut parler de plus d'une centaine de questions qui touchent différents sujets qui sont importants pour les services de police. Comme par exemple, on va demander le parcours académique, mais il va y avoir des questions qui vont toucher sur des aspects, par exemple, dans le passé, de crimes non détectés. Donc, pour lesquels la personne, par exemple, comme jeune contrevenant ou même comme adulte, n'a pas été l'objet d'un pardon ou l'objet d'arrestation quelconque. Donc, tout ce qui a été non détecté. Ça va être les vols, les fraudes, toutes les infractions liées aux drogues illégales, de la consommation, de la vente, du trafic, de la production. Et donc, tous ces aspects-là vont être évalués à l'intérieur du test polygraphique en soutien du questionnaire. Donc, ça veut dire le questionnaire, on offre à chacun des candidats l'opportunité de dévoiler lui-même en lui demandant justement l'honnêteté, l'intégrité de tout dévoiler de son passé. Donc, les infractions imprescriptibles, meurtre, en tentative de meurtre, complot, que ce soit extorsion, vol qualifié, que ce soit, par exemple, également en matière d'activité sexuelle illégale, qui est un gros sujet de préoccupation. Et là où on a beaucoup de candidats qui peuvent échouer également pour avoir commis des gestes que le service de police aurait vraiment pas envie d'engager une personne qui traîne ces casseroles-là. Et diversité et inclusion, tous les services de police sont préoccupés par le fait la jeune génération sont sur les réseaux sociaux, on s'envoie des reels, des memes, on se fait des blagues qui sont des fois des caractères douteux, qui pourraient avoir un caractère offensant. On veut éduquer justement la jeune génération de policiers que s'ils sont dans ça ou s'il y en aurait qui le seraient à travers les réseaux sociaux, ben qu'ils puissent être conscientisés que ça fait pas partie des valeurs du service de police puis qu'on tolérerait pas ça et qu'on ne tolérera pas ça non plus dans le futur. Vers la fin de notre entrevue, j'ai demandé à Norman Kelly pourquoi certains services de police avaient arrêté, dans les dernières années, de faire des tests polygraphiques de pré-emploi. Je m'attendais vraiment pas à sa réponse. Et le problème, c'est que les services de police, en ce moment, vu qu'ils ont une difficulté de recrutement, c'est une préoccupation. L'attraction et la rétention, c'est une préoccupation de toutes les organisations. Ils sont rendus que le SPVM paye pour Nicolette, qui est 10 500 pour les candidats s'ils signent 5 ans. Que le candidat, il se dit, là, il y a un test polygraphique où je suis pas sûr, j'ai des vols, j'ai de la drogue, puis s'ils savent, ils vont-tu le dire à un autre service de police alors que c'est cloisonné, mais quand même, j'ai-tu vraiment envie de prendre la chance? Puis là, ils me payent eux autres, puis ils m'engagent, puis puis en plus, ils me déroulent le tapis. C'est un bel exemple pourquoi, justement, souvent, il y a beaucoup de candidats qui sont réfractaires dès qu'ils voient le test. Ils disent, SQ, je vais préférer aller là parce qu'il n'y a pas de test polygraphique, donc je ne serai pas pris, puis ils n'apprendront pas non plus mes histoires d'horreur parce que j'ai peur de, si je dis telle chose, ça peut-tu ça retourner contre moi, puis il n'y a plus un service de police qui va me toucher avec une pôle de 30 pieds. Je retourne à cette phrase lue dans La Voix de l'Est.
L'avantage pour un corps de police, c'est que ça apporte des gens qui ont une intégrité et une honnêteté au-dessus de la moyenne. Et si je peux comprendre les effets dissuasifs d'une telle machine, malheureusement, l'actualité nous prouve qu'elle n'est pas un gage d'intégrité absolue. Du moins, qu'elle ne peut pas prédire les actions futures d'un candidat. Miguel Guénette-Grégoire était un policier de la Sûreté du Québec en apparence sans histoire. C'était jusqu'à ce que les enquêteurs du Service des normes professionnelles de la SQ lui passent les menottes dans le cadre d'une enquête criminelle pour trafic de cocaïne. Monsieur Guénette-Grégoire a été arrêté pour un trafic de stupéfiants. On parle de l'annexe 1, donc on parle de cocaïne. La preuve qui va venir va être sûrement assez volumineuse. Monsieur a été interrogé assez longuement aussi. J'ai vu passer la nouvelle en mars 2024 et j'ai fouillé dans le passé de Miguel Guénette-Grégoire avant qu'il entre à la SQ. Et je suis tombée sur des documents de la ville de Saint-Eustache qui confirment son embauche en tant que policier temporaire en 2021. À la ville de Saint-Eustache, tous les policiers, peu importe leur statut, passent un test polygraphique pré-emploi. Miguel Guénette-Grégoire fait donc partie du lot. Et son cas m'a fait réfléchir. Les polygraphistes eux-mêmes le disent très clairement qu'il y a des tests non concluants. Quand on lit les études sur le sujet, la majorité conclut que le polygraphe donne des résultats justes 80 à 90% du temps. Ce qu'on peut lire, c'est que c'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. Par contre, beaucoup de ces études-là sont menées dans des conditions contrôlées, dans des labos. Donc, pas vraiment dans la vraie vie. Et comme j'ai pu le constater en discutant avec John Gallianos et Norman Kelly, une bonne session de polygraphie, c'est surtout dû à un bon polygraphiste. Quelqu'un qui sait comment mener un interrogatoire. La machine, finalement, elle a juste un rôle de soutien. Et à ce stade-là de ma démarche, je me suis rendu compte qu'au fil de mes entrevues, on m'a répété que le polygraphe mesurait une chose, la réaction physiologique, la sueur, les battements de cœur. Et donc, il me reste une question à poser, peut-être la plus importante. Est-ce que ces indicateurs de stress sont vraiment et directement liés au mensonge? Je laisse Vincent Deneau répondre. Il n'y a aucune réaction physiologique, verbale, non-verbale ou vocale qui est le propre des menteurs. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun comportement non-verbal, aucune réaction physiologique, aucun son dans la voix, aucun mot particulier que tous les menteurs disent et que toutes les personnes qui disent la vérité ne disent pas ou vice-versa. Donc, il n'y a pas de nez de Pinocchio. C'est une fantaisie des temps anciens et des temps modernes. En terminant, ça m'a beaucoup étonné de constater l'étendue de l'utilisation du polygraphe. Par exemple, savez-vous que les compagnies d'assurance peuvent vous demander de passer volontairement un test polygraphique s'ils ont des doutes sur une réclamation? Des avocats peuvent aussi demander à leurs clients de passer un test pour s'assurer qu'ils leur disent la vérité. Et ça peut être déterminant dans leur décision de les représenter ou pas. On l'a vu, les experts l'utilisent avec beaucoup de nuances et les résultats ne sont qu'un élément parmi d'autres pour obtenir la vérité. Ce qui m'inquiète, moi, c'est quand on prend ces résultats-là tout seul et qu'à cause de l'aura légendaire qui entoure la machine, on soit intimidé par le polygraphe. Et Vincent Deneau abonde dans ce sens. Si la personne est convaincue que la machine détecte les mensonges, elle a la conviction profonde de ça, et qu'à un moment donné, le polygraphiste lui dit « Écoute, Vincent, il n'y a aucun doute dans mon esprit que tu ne me dis pas toute la vérité », puis que la personne elle est convaincue que la machine détecte les menteurs, elle pourrait être amenée à dire des choses qu'elle n'aurait jamais dit autrement, puis peut-être même, ultimement, dans un contexte où il y a une certaine coercition, être amenée à dire des choses qu'elle n'a pas fait du tout. Les confessions. Exactement. Ce balado est une production du groupe Fairplay pour Savoir Média. Idée originale, recherche, scénarisation et animation, Camille Lopez. Réalisation et habillage sonore, Caroline Delamotte. Mixage sonore, Francis Thibault. Responsable de la production pour Fairplay, Marie-Flo Ménard et Flavie Payette-Renouf pour Savoir Média. Direction générale de Savoir Média, Marie-Josée Lestage.